Marc Chenet, bonjour. Vous êtes de nouveau l'invité du Monde Moderne. On vous avait invité ici il y a 4 ans pour parler de la crise financière et de l'aristocratie financière. Le livre est mis à jour et ressort sur les crises que nous traversons actuellement. Il y en a une en France qui ne vous a pas échappé, c'est les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on en pense en Suisse de ce mouvement citoyen, et qu'est-ce qu'on dit un peu des thèmes qui sont portés par les Gilets jaunes, notamment ce référendum d'initiative citoyenne, le RIC? Eh bien, ce RIC en Suisse n'hérisse personne, puisque cette démocratie directe permet effectivement de traiter un certain nombre de sujets sans tabou, des sujets tant locaux que globaux. Alors locaux, la construction d'un stade, d'un opéra, et globaux, bien l'énergie par exemple, l'énergie nucléaire. Ce sujet est tabou en France. On n'a jamais voté sur cette question. La gauche et la droite sont d'accord pour imposer l'énergie nucléaire. Effectivement, en Suisse, on peut décider de la construction, par exemple, ou non, ou du démantèlement d'une centrale. Ça permet au système d'être plus huilé, en quelque sorte. Comment ça se passe, les votations en Suisse? Eh bien, on vote presque une fois par mois, disons 10 fois par an, et non pas sur un sujet, encore une fois, 3, 4, 5 sujets chaque fois. Donc, des citoyens, s'ils sont capables de réunir 100 000 signatures sur un projet donné, eh bien, en l'espace de 18 mois, s'ils sont capables de le faire, le gouvernement se doit d'organiser ce qui s'appelle une votation en Suisse, ou un référendum ici, sur la question. Et si ce point obtient une majorité, si une majorité d'électeurs vote pour, et si une majorité de cantons aussi est d'accord, eh bien, cela passe. Ça permet à la démocratie d'être bien plus vivante. C'est une démocratie directe, et c'est précisément l'idée du RIC. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on entend le Premier ministre, par exemple, dire qu'il a peur du RIC? Qu'est-ce qui fait qu'en France, à votre avis, vous êtes franco-suisse, vous avez la double nationalité, qu'on a peur de cette démocratie directe? Eh bien, ça remettrait en cause ce système vertical de pouvoir. Imaginez que des citoyens aient la possibilité de demander une réflexion, de générer un vote, encore une fois, sur l'énergie, sur le rôle des grandes banques en France, etc., etc. Quasiment un casus belli pour le pouvoir. Or, c'est essentiel. Nous sommes arrivés à un point où il va falloir changer radicalement nos modes de fonctionnement, nos modes de vie. Il faut bien le comprendre, et plus tôt on le fera, mieux cela sera. Donc ça suscite ici, effectivement, une grande résistance. On peut voter à gauche ou à droite. En matière financière, une trentaine de banques au niveau mondial décident ce que sera la politique financière, économique et sociale des pays, y compris la France. C'est un déni de démocratie. C'est-à-dire que vous avez une soi-disant élite qui dirige le pays et qui organise un show médiatique, par exemple dans le cadre du grand débat, et qui s'arrange pour que sur le fond, les thèmes qui fâchent ne soient pas abordés. Donc c'est un peu comme si vous alliez au restaurant, donc vous ouvrez la carte et vous découvrez qu'il n'y a qu'un seul plat. Le garçon vient vous voir et vous dit « mais vous avez choisi ?» Il me dit « mais choisir quoi ?» Ah, mais le garçon vous explique « si, vous pouvez choisir les condiments, un peu plus de sel, un peu moins de poivre. » Voilà, on en est réduit à cela. Actuellement, c'est le plat principal qui génère l'indigestion de la population. Et on veut changer de plat principal. Et ça, c'est tabou. C'est hors de question. Voilà. Là, ça crée bien sûr des tensions. Vous avez une proposition à faire à ce grand débat. Est-ce que vous pouvez nous parler de la taxe que vous proposez? Oui, il s'agit d'une micro-taxe sur toutes les transactions électroniques. Donc soyons clairs, vous allez au restaurant, chez le coiffeur, vous retirez de l'argent à un distributeur automatique, vous payez aux factures en utilisant votre ordinateur, ou vous achetez des actions, des obligations. Chaque fois qu'une transaction est effectuée, la taxe de 0,1, 0,2, 0,3% serait prise. Cela permettrait, par exemple, de se débarrasser de la TVA. Je répète, de se débarrasser de la TVA. Avec un taux de l'ordre de 0,1, 0,2, 0,3%, la TVA pourrait disparaître. Et avec la TVA, disparaîtrait aussi toute la bureaucratie qui lui est associée. Le fait est que les transactions électroniques, aujourd'hui, représentent une assiette fiscale énorme. En Suisse, au moins 150 fois le PIB. Donc pour être prudent, en France, je prends un facteur 100 fois le PIB. Avec cela, on arrive encore une fois à se débarrasser de la TVA et éventuellement d'autres impôts. Et puis, comme bien sûr on est confronté au réchauffement climatique, en rajoutant 0,1 ou 0,2%, ça permet de mener à bien la transition énergétique, de promouvoir les énergies propres. Donc pour résumer, une solution simple
qui conviendrait à 99% de la population, à la plupart des entreprises, et qui n'est même pas abordée. Pourquoi on n'aborde pas cette taxe? Il y a eu Davos en Suisse. Un économiste en est revenu en disant Davos, c'est le lieu où on n'a pas le droit de parler de la taxe, comme si on allait à un rendez-vous de sapeurs-pompiers et qu'on ne pouvait pas parler d'eau. Oui, bon, Davos, c'est un grand show, effectivement. Le thème d'actualité, le réchauffement climatique, a été abordé justement à Davos. À peu près 1500 jets privés s'y sont rendus pour traiter de la question des émissions de CO2. Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Alors oui, bon, la question de la taxe, elle est essentielle. Et là, c'est ni une proposition de gauche ni de droite, c'est, je pense, une proposition intelligente, cette microtaxe. Comment se fait-il qu'aucun journaliste, à part vous, merci, ne s'en soit emparé jusqu'à présent? En Suisse, nous allons, dans le cadre de la démocratie directe, lancer un débat, d'ailleurs qui a déjà démarré, et lancer un vote. C'est notre objectif. Et donc, comme je le disais, écrit un livre qui vient d'être remis à jour pour porter cette taxe, mais pour aussi dénoncer la façon dont aujourd'hui l'aristocratie financière gère le monde et la finance casino. Comment se fait-il que l'impunité soit totale pour ces gens-là? On a parlé de LuxLeaks, de SwissLeaks et bien sûr du cas HSBC, mais jamais les grandes banques ne sont remises en cause ou les grands patrons de banques ne sont allés en prison ou ont payé pour leurs crimes. Vous avez au niveau mondial environ 30 banques qui sont dites too big to fail, c'est-à-dire qui sont convaincues de ne jamais faire faillite. Donc ça les incite effectivement à prendre des risques, et elles savent pertinemment que si ça tourne mal, nous, le contribuable, nous allons payer la facture. Donc si ça va bien, elles conservent les profits, et sinon elles socialisent les pertes. Donc à côté de ce problème de too big to fail, vous avez un problème de too big to jail, pour revenir à ce que vous disiez. Donc vous avez des directeurs de grandes banques qui ne sont pas inquiétés. Donc voilà, le système se perpétue à lui-même. Et après donc, la grande crise de 2008, eh bien, finalement, peu de choses ont changé sur le fond. Donc c'est comme un peu une voiture qui va toujours plus vite dans le brouillard, avec des produits toxiques dans son coffre. Et là, effectivement, nous sommes confrontés à des produits toxiques financiers. Et à un moment ou à un autre, il va y avoir un accident à nouveau. On ne sait pas si ça aura lieu demain, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, mais bon, ça va revenir, effectivement. Gouverne aujourd'hui. Qui gouverne? Donc vous avez moins d'1% de la population qui détermine ce que sera, encore une fois, la politique financière, et économique et sociale des grands pays, et qui se drape dans les habits du libéralisme, bien sûr, mais qui ne prend aucun risque, parce qu'encore une fois, si cela tourne mal, c'est le contribuable qui paye. Effectivement, les classes moyennes et pauvres se sont énormément appauvries, entre autres depuis 2008. On est confronté à un sous-emploi de plus en plus fort. La lutte contre le chômage est une lutte statistique. Il s'agit de cacher ceux qui sont au chômage ou qui ont des problèmes pour trouver un travail. Selon les statistiques du BIT, du Bureau international du travail, une personne qui travaillerait ne serait-ce qu'1 heure par semaine ne serait pas au chômage. C'est facile à ce moment-là, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes membre de Finance Watch. Les lobbies de la finance, parlons-en, ils ont des moyens. Quels sont les moyens des citoyens face à l'argent qui permet d'acheter à la fois des voix? On a vu Wall Street financer tous les candidats à la présidentielle américaine. Quels sont les moyens des citoyens face à ces lobbies de l'argent? Ils sont très limités. Mais nous sommes confrontés à un paradoxe. Les intérêts des citoyens représentent ceux, encore une fois, d'à peu près 99% de la population, et vous avez moins de 1% avec des pouvoirs extrêmes, des pouvoirs concentrés. Donc je vous donne un chiffre, il y a à peu près 1700 lobbyistes à Bruxelles, lobbyistes financiers. Et Finance Watch représente environ 12 ou une quinzaine de permanents. Voilà. Ça vous donne une idée du rapport de force. Les rapports pourtant continuent, Oxfam, Attac, Finance Watch et d'autres qui dénoncent l'accaparement des richesses par le 1%. Ocasio-Cortez, la jeune garde américaine démocrate, propose maintenant une taxe à 70%. Il y a un mur de l'argent qui dit que si jamais on taxe les riches trop, ils s'en vont à l'étranger. Pourquoi on part sur la taxe toujours de ce côté-là et pas sur la taxe que vous proposez qui serait finalement beaucoup plus rémunératrice pour les finances publiques? Parler de la microtaxe requiert une capacité à penser de manière innovative.
Et bon, les élites se reproduisent à elles-mêmes et elles reproduisent les mêmes idées. Là, c'est un phénomène nouveau auquel nous sommes confrontés depuis à peu près 20-30 ans. Encore une fois, le volume des transactions électroniques a explosé. On nous parle par ailleurs beaucoup de digitalisation, mais tout le monde n'est pas fait pour devenir informaticien, donc il va falloir trouver des solutions, parce qu'une société démocratique ne peut pas se survivre à elle-même avec 30, 40, 50% de chômeurs ou de personnes en sous-emploi. Et donc une solution, c'est justement cette microtaxe. Est-ce qu'on va taxer cette énorme assiette fiscale, 100, 150 fois, voire 200 fois le PIB, à un taux très faible? Et ça permettra effectivement, même à ceux qui vont à l'étranger, à partir du moment où ils effectuent une transaction qui passe par la France, de payer de toute manière cette taxe, où qu'ils soient dans le monde. Donc bien plus simple en dernière instance. Un système bien plus simple. Et qui soulagerait la classe moyenne. Imaginez que la TVA disparaisse. Un taux normal de 20%, un taux dit normal de 20%, cela traduit un dysfonctionnement de l'État. Le taux est bien trop élevé. Si cette taxe disparaît, c'est vraiment un ballon d'oxygène pour la plupart des foyers fiscaux. Et cela permettra encore une fois de développer les transports propres, d'avoir des idées, des politiques, de mettre en place des politiques intelligentes en termes de protection de l'environnement. Alors on entend aussi de la part des 0,1%, comme Michael Dell à Davos, le fait que l'État n'est pas un bon redistributeur de richesses. Et M. Dell préfère sa fondation, où il sait comment donner les sous, plutôt que de payer des impôts pour un État qui finalement a du mal à redistribuer. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Et lors de sa campagne électorale, M. Macron a souvent évoqué le ruissellement. Or, le ruissellement fonctionne, mais pas dans le sens attendu. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas les lois de la pesanteur. Il fonctionne du bas vers le haut. Donc ceux qui en ont peu, en ont encore moins. Vrai problème. Comment se fait-il aujourd'hui, en 2018, qu'il y ait autant de pauvreté dans un pays comme la France? C'est inacceptable. On n'a pas eu de guerre en Europe depuis longtemps. Comment se fait-il que l'on puisse accepter cela? On fait souvent le parallèle en ce moment avec les années 30. Est-ce que vous pouvez nous parler du climat financier dans les années 30 et est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'avant-guerre, l'avant-deuxième guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et la période que nous vivons pour ce qui est de la folie financière? J'ai à l'esprit le livre de Julien Binda, La trahison des clercs. Les élites trahissent aussi aujourd'hui, pas de la même manière que dans les années 30. Et les élites, la plupart, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais la plupart soutiennent le système tel qu'il est. Or, le système tel qu'il fonctionne, ou plutôt dysfonctionne actuellement, nous a menés dans une impasse. Donc, au lieu de continuer à accélérer, il faut changer de direction. Et les élites, les médias, pour la plupart, soutiennent le système. Et en son soutien aussi. Donc, on a affaire à une véritable trahison au jour d'aujourd'hui. Sous l'angle financier, donc c'est un peu différent. Parce que la finance domine le monde aujourd'hui, et c'était beaucoup moins le cas tout de même dans les années 30. Elle jouait un rôle bien sûr très important, mais là, cette trentaine de banques, vous avez 30 000 banques au niveau mondial, vous en avez 30 qui sont dites systémiques, too big to fail. Elles ont véritablement pris le pouvoir. Elles jouent un rôle clé dans la nomination des ministres des Finances, de l'économie, etc. Et elles sont toujours très discrètes. On ne les entend pas d'ailleurs actuellement en ce qui concerne le mouvement des Gilets jaunes. Or, traiter ce problème est essentiel pour trouver des solutions. Traiter les questions liées à la finance. Alors, si on veut trouver des solutions au problème, il faut s'attaquer à cette question de manière sérieuse. Remettre en cause le privilège qu'ont ces banques d'être too big to fail. Comment se fait-il que 30 banques, en l'occurrence, ou grandes institutions financières, soient sûres de ne jamais tomber en faillite? Ça contredit les principes de base de l'économie. Donc, nous sommes confrontés à une bureaucratie financière qui contredit effectivement les principes libéraux dans lesquels elle se drape. Le principe essentiel de cette doctrine libérale, c'est d'assumer les risques qu'on a pris. Elle ne les assume pas. Il y a le cas d'HSBC qui est parlant, en Suisse notamment, avec les Swiss Leaks. C'était en 2015, où on a appris que la banque utilisait l'argent de la drogue, de la mafia, du djihad. Elle a été condamnée à quasiment rien, à quelques millions de francs suisses d'amende. Elle a poursuivi bien sûr les lanceurs d'alerte. Il y a une impunité totale de ces banques. C'est cela. Les amendes sont très limitées par rapport aux gains susceptibles d'être générés par ces banques lorsqu'elles mettent en place des activités douteuses. Donc elles sont incitées à continuer, pour résumer.
Donc à côté du problème de too big to fail, vous avez le problème de too big to jail auquel je faisais allusion il y a peu. Pourtant, il y a un pays qui a mis ses banquiers en prison, c'est l'Islande. Comment ils ont fait? Bien, pour y arriver, il faut des responsables politiques courageux, il faut des médias courageux et qui jouent leur rôle, il faut des régulateurs courageux et des citoyens actifs. Justement, les Gilets jaunes, c'est des citoyens actifs. Est-ce qu'on peut voir là un réveil citoyen et une prise de conscience de l'injustice fiscale, de l'injustice aussi organisée, une justice à deux vitesses? Est-ce que ça peut changer les choses, ce type de mouvement? C'est un réveil citoyen. J'ai été frappé tout d'abord par les images du 11 novembre, armistice. Les représentants du plus grand nombre, ceux qui avaient été massacrés dans les tranchées de 14-18, en étaient complètement exclus. L'Arc de Triomphe, avec l'élite mondiale, vidé de sa population. Les Champs-Élysées, vidé de la population. Ils sont revenus en force quelques semaines après. Donc c'était un réveil citoyen, hétérogène, mais qui met en lumière le dysfonctionnement actuel. Il faut prendre cela au sérieux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le grand débat citoyen donne les garanties d'un vrai débat? C'est un show médiatique. Tout est encadré, verrouillé, et encore une fois, les sujets qui fâchent sont exclus. Bon, on peut y croire. Non, il faut un débat, mais il faut l'organiser de manière sérieuse, sans tabou, et parler donc aussi des sujets qui fâchent. Alors, un dernier mot sur votre livre. C'est une mise à jour donc, de l'ancienne version. En une minute, résumez-nous un peu la thèse de ce nouveau livre. La thèse, c'est que finalement, l'oligarchie financière a pris le pouvoir. Elle est en situation d'imposer sa volonté à l'ensemble de la population et elle nous mène de catastrophe en catastrophe. La solution, encore une fois, des citoyens actifs. La solution ne passe pas par plus d'État ou plus de marché, elle passe par plus de citoyens actifs qui prennent leur destin entre leurs mains.